Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, donc je vais introduire rapidement en quelques phrases le travail que va présenter ensuite Virginie, qui a été mené donc sur des cours d'eau donc en traversée urbaine dans la plaine comtadine. Ce travail s'inscrit dans un appel à projet auquel ont répondu conjointement le CAUE des Bouches-du-Rhône, l'ARB PACA et le CAUE de Vaucluse. Donc un appel à projet de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée des Corses et qui s'intitulait Initiative pour la biodiversité. Dans le cadre de cet appel à projet, le travail de Vaucluse porte sur la renaturation de cours d'eau en traversée urbaine et la valorisation écologique de canaux en traversée urbaine, donc toujours dans la plaine comtadine. Cette étude a permis de mettre en place un programme d'action qui va permettre de remettre le cours d'eau et les canaux donc, au cœur de l'aménagement du territoire, à la fois en tant que corridor écologique et également en tant qu'élément du cadre de vie. Ce programme d'action, donc, il porte sur deux types d'actions, des actions qui sont des actions plus ponctuelles, qui vont pouvoir être mises en œuvre assez rapidement et qui relèvent plutôt de l'aménagement urbain, d'actions qui peut être réalisées donc à la fois par des particuliers, mais également par les maîtres d'ouvrage publics. Et on a également dans ce plan d'action des actions qui sont des actions beaucoup plus qui vont porter donc sur un territoire beaucoup plus large, qui sont beaucoup plus importantes et donc qui vont demander à être inscrites dans les documents d'urbanisme des communes concernées pour être sûr qu'elles puissent être menées à terme donc à travers les différentes actions des élus et des gestionnaires. Donc en fait, ce plan d'action a été réalisé en concertation avec les gestionnaires des cours d'eau et du canal de Carpentras, et également avec les élus des communes concernées. Je vais, avant de laisser la parole à Virginie, donc je voulais rappeler que c'est un travail qui va être ensuite repris sous forme de fiches techniques pour être valorisé et surtout qui aura vocation à être diffusé pour une diffusion et une reproduction de l'expérience dans des contextes similaires. Donc je vais laisser la parole à Virginie du bureau BGAT, donc qui a été missionnée par le CAUE de Vaucluse pour nous apporter un appui pour pouvoir mettre en œuvre ce plan d'action dans les documents d'urbanisme des communes concernées. Donc on parlera aujourd'hui de Baume de Venise. Voilà, je vais laisser Virginie donc intervenir. Virginie, et vous pouvez activer votre micro. Emma vous a donné la main pour prendre la parole. Bonjour. Alors, bien évidemment, on ne peut pas passer sur toutes les actions qui ont été mises en œuvre dans le cadre du plan d'action mené par le CAUE. Donc, tout d'abord, je voulais faire un tout petit rappel. Je vais essayer de passer la diapo. Voilà. Tout d'abord, un tout petit rappel. En fait, un plan d'action, c'est bien la définition et l'analyse d'un problème qui existe ou qui est à venir et la définition de réponses pertinentes à ce problème. Et l'action, c'est bien la réponse, c'est-à-dire un objectif opérationnel nécessaire à la réponse au problème. Un plan local d'urbanisme, que ce soit un PLU ou un PLUI, lui, c'est un document de planification, donc qui est régi par le code de l'urbanisme. C'est une planification tant spatiale que temporelle qui concerne tout le territoire ou tous les territoires dans le cas d'un PLUI, et donc il ne peut pas être que ciblé sur la thématique de l'eau, que ce soit la restauration d'un cours d'eau, la thématique trame bleue. Il faut dans un document d'urbanisme prendre en compte de nombreux enjeux, donc évidemment la thématique de l'eau, la thématique des risques, la thématique environnementale, la thématique paysagère, mais aussi et surtout la thématique humaine, avec ce qu'il est possible de prescrire, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir opposer en fait aux demandes d'autorisation d'urbanisme, et ce qu'on va recommander, qui sont plus des préconisations. Donc le travail se fait sur ces deux points-là, en fait, la prescription et la préconisation.
Donc, les outils du Code de l'urbanisme, il offre deux outils. La prescription, qui sera donc opposable au tiers lorsqu'une demande d'autorisation d'urbanisme sera déposée. C'est donc le règlement graphique, c'est-à-dire le zonage du PLU, qui peut être la définition d'une zone. Donc, par exemple, tout le monde connaît la zone A, la zone AU, la zone N ou encore la zone A. Et le règlement écrit, qui est le règlement du PLU, avec les règles associées à chaque zone, mais aussi à chaque identification graphique du document d'urbanisme. Par exemple, tout le monde connaît les espaces boisés classés. Il y a également les orientations d'aménagement et de programmation qui peuvent être soit sur l'intégralité du territoire, donc ce sera des orientations d'aménagement et de programmation, on les appelle les OAP thématiques, elles vont porter sur une thématique, elles portent bien leur nom, par exemple le risque inondation, et des orientations d'aménagement et de programmation sectorisées qui vont porter donc sur un secteur défini et délimité au document d'urbanisme. Donc, le Code de l'urbanisme indique bien que les espaces soumis aux orientations d'aménagement et de programmation sont définis au document d'urbanisme. Dans ces orientations d'aménagement et de programmation, qui sont en lien étroit avec le règlement, les deux documents sont à consulter et à appliquer conjointement lors d'une demande d'autorisation d'urbanisme. Dans ces OAP, on a souvent des préconisations qui peuvent être apportées, qui sont plus des outils de sensibilisation, des outils pour mieux faire et des outils d'alerte sur une thématique. Donc, c'est particulièrement adapté aussi à la question de l'eau. Il y a un document qui est très important dans un document d'urbanisme, c'est le PADD, c'est-à-dire le projet d'aménagement et de développement durable. Ce document, c'est vraiment le projet politique et il permet de développer les modalités de mise en œuvre du projet de la commune. S'il y a un projet fort défendu par la commune ou l'intercommunalité dans le cadre de PLUI qui porte sur les cours d'eau, sur le maintien de la trame bleue, sur la prise en compte des risques d'inondation, le PADD est un outil fort pour permettre la mise en œuvre ensuite des prescriptions et des préconisations. Donc, dans la suite du document, nous avons choisi une action du plan d'action. Cette action, elle a trois réponses possibles. Le premier cas, l'action peut être traduite directement dans le document d'urbanisme. Donc, c'est une prescription. Elle s'opposera à la demande d'autorisation d'urbanisme. Dans le cas numéro 2, elle peut être traduite dans le document d'urbanisme, mais c'est une préconisation. Il n'y a pas de notion de compatibilité entre la préconisation et les éléments demandés dans la demande d'autorisation d'urbanisme. Et enfin, parfois, des actions ne peuvent pas du tout être traduites dans le document d'urbanisme, car le Code de l'urbanisme n'offre pas les outils adaptés. Donc, l'action sera complètement décorrélée du document d'urbanisme, mais vous allez le voir par la suite, il y a toujours des moyens, des passerelles pour retomber sur le PLU. Donc, nous avons choisi trois actions. La première, c'était une action qui consistait à rétablir ou à conforter les continuités écologiques de la trame verte et bleue, et une sous-action qui était maintenir ou aménager, je vais la lire parce qu'elle est à moitié cachée, maintenir et ou aménager des refuges pour les espèces animales en protégeant les secteurs de nature ordinaire et en favorisant l'aménagement de prairies et de boisements en zone urbaine et périurbaine. Donc, dans ce cas-là, ce qui se rapporte au PLU, on parle bien de zone urbaine et périurbaine, on retrouve ici un zonage. En revanche, le Code de l'urbanisme, lui, ne parle pas forcément de prairies ou de boisements, mis à part dans les espaces boisés classés. Donc, le premier outil qui peut être utilisé par le Code de l'urbanisme, c'est l'article L151-18, qui, lui, va préciser les règles qui concernent les aménagements des abords de construction. Donc, par exemple, le maintien d'espaces de pleine terre, le maintien d'espaces non imperméabilisés, la végétalisation de ces espaces également. Ainsi, des espaces à l'intérieur des parcelles privées peuvent être maintenus, qu'elles soient boisées ou non, en vue de créer en fait ces espaces refuges pour les espèces animales. Évidemment, il y a des modalités qui ne peuvent pas être appliquées. Par exemple, dans un espace privé,
on peut imposer le maintien en espace non imperméabilisé et végétalisé, mais on ne peut pas imposer aux pétitionnaires de planter tel ou tel type d'arbre ou de créer un bosquet, par exemple, dans son jardin. Donc cet outil-là, il peut être aussi utilisé sur des espaces publics où là, il est plus facile de mettre en œuvre par exemple, des bosquets ou des refuges plus adaptés parce que faits par l'intercommunalité ou par la commune. Donc l'atout, c'est vraiment qui permet de réglementer l'aménagement des abords, que ce soit des parcelles privées, des parcelles publiques. La contrainte, c'est que cette portée réglementaire est assez limitée et elle est très difficilement contrôlable par les instances, que ce soit la commune ou l'intercommunalité. Pour la même sous-action, donc on reste sur nos espaces de refuge pour les espèces animales. Un deuxième outil peut être utilisé aussi, et ce n'est pas le seul, c'est celui que tout le monde connaît, c'est l'espace boisé classé, les EBC. Donc les boisements qui sont classés, eux, sont à conserver, ils sont sanctuarisés. En absence de boisement, le code de l'urbanisme indique que des boisements doivent être créés. L'atout, c'est vraiment qu'il n'y a aucun changement d'occupation du sol qui sera utilisé dans un espace classé, en espace boisé classé. Vraiment, c'est une sanctuarisation du boisement ou de l'arbre qui est classé. La contrainte, c'est que sa valeur réglementaire, elle est vraiment très forte. C'est un des outils du code de l'urbanisme le plus fort, on va dire, pour la préservation des boisements. Et donc, ça peut rentrer en contradiction avec la mise en place d'autres actions ou d'autres objectifs. Donc, ça peut être en contradiction avec d'autres actions du plan d'action pour la restauration, par exemple, du cours d'eau, mais ça peut aussi entrer en contradiction avec d'autres objectifs ou d'autres projets de la commune. Donc, cet outil-là est vraiment à utiliser avec parcimonie et doit être mûrement réfléchi avant d'être mis en place. Donc, voilà pour les prescriptions. Donc, il y a beaucoup d'outils qui peuvent être utilisés. Nous avons choisi de vous présenter que ces deux exemples. Pour ce qui concerne les préconisations, donc une autre action du plan d'action qui était donc de rétablir et de conforter les continuités écologiques de la trame verte et bleue. Et là, la sous-action, c'était baisser les flux lumineux afin de limiter les nuisances lumineuses qui peuvent modifier et perturber les espèces animales, végétales, la fonge, mais aussi les êtres humains. Donc, l'outil qui est mobilisable, c'est le fameux outil orientation, d'aménagement et de programmation. Les OAP peuvent comprendre des dispositions qui ont trait avec l'écologie, avec le maintien, par exemple, d'une trame verte ou une trame bleue dans les zones urbaines. Donc, les outils OAP peuvent être utilisés à bon escient sur un grand secteur ou très localisé, en fait. Donc l'atout, c'est dans le cas précis de cette sous-action, c'est que les OAP peuvent préciser par exemple l'orientation des éclairages en disant que l'éclairage doit être orienté vers le bas, la température de l'éclairage, voire même localiser les espaces où cet éclairage sera interdit, voire limité. Par exemple, préciser qu'il ne faut pas éclairer les berges des cours d'eau ou ne pas installer de mâts d'éclairage dans les ripisylves. Donc ça, c'est vraiment une possibilité. Ça reste une préconisation qui est faite dans le cadre des OAP. Donc la contrainte, c'est vraiment qu'il n'y a pas de notion de conformité avec la disposition et que, en plus des orientations d'aménagement et de programmation, il faut avoir vraiment un travail de concertation et un travail de pédagogie avec les pétitionnaires. Et enfin, un cas d'une action qui ne peut absolument pas être traduite dans un document d'urbanisme. Donc, l'action, c'était mettre les cours d'eau au cœur du projet urbain et la sous-action, c'était mettre en place une signalétique ou une exposition temporaire pour parler, pour sensibiliser sur le cours d'eau. Donc là, cette action-là, elle ne peut pas être traduite dans le PLU. Il n'y a pas d'outil qui permet de traduire ces modalités, surtout du fait du caractère temporaire de l'action. Il n'y a pas de demande d'autorisation d'urbanisme spécifique pour une signalétique ou une exposition temporaire. En revanche, là, le projet politique prend toute son importance parce que ce projet-là peut être développé dans le PADD, donc qui est une pièce maîtresse du PLU, et le PLU en entier peut permettre de sensibiliser les usagers, les pétitionnaires,
ne serait-ce qu'à travers donc, le PADD, mais aussi le rapport de présentation. Certains pétitionnaires lisent aussi les rapports de présentation. Donc, c'est vraiment important de développer toute une partie dans le projet communal, même si elle ne retrouve pas forcément une traduction complète dans le document d'urbanisme d'une manière réglementaire, à savoir que chaque règle du PLU doit par contre trouver son pendant dans le PADD. En revanche, le PADD peut aller un peu plus loin et proposer donc une sensibilisation des usagers. Voilà, je pense avoir fait le tour des 3 cas de figure pour la prise en compte du plan d'action.